Bonjour à tous. Je suis Anaïs Georgelin. Personnellement, ce qui m'anime, c'est de contribuer à faire émerger de nouvelles formes de rapport au travail, de nouvelles formes d'organisation qui donnent envie de se lever le matin. Alors pour ça, j'ai plusieurs casquettes. J'ai entre autres créé, comme disait Nathanaël auparavant, une organisation qui s'appelle So Many Ways et qui a vocation à permettre à chacun de trouver à chaque étape de son parcours professionnel la place où il pourra s'épanouir et donc créer de la valeur. C'est une sorte de laboratoire, en gros, où on explore les nouveaux besoins créés par la transformation des rapports au travail, puis on co-construit avec l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées dans la construction des parcours professionnels aujourd'hui, les solutions adaptées. École, entreprise, évidemment, individus, évidemment également. Alors aujourd'hui, je suis là pour animer cette table ronde sur un sujet que je trouve particulièrement passionnant, qui est l'homme en activité, de la nécessité à la libération. Grande question, nous allons donc parler de la place et du sens qu'occupe le travail aujourd'hui dans nos vies, dans nos sociétés. Nous allons nous poser la question si nous sommes vraiment aujourd'hui passés d'un espace de contrainte à un espace de liberté, de créativité, d'épanouissement. Et pour mener cette discussion, je vais avoir le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Sabrina Murphy, qui a créé et qui dirige le premier programme d'intrapreneuriat de la BNP. Marie Schnegens, qui a créé et qui dirige également une organisation qui s'appelle Workwell. Boris Sirbet, qui a créé le LabRH et qui est également philosophe. Et puis pour finir, Bénédicte Tilloy, qui est aujourd'hui associée chez School Lab et qui était auparavant membre du comité de direction de la SNCF. Donc pour démarrer cette grande discussion, pour lancer nos échanges, je vais vous proposer à chacun, dans l'ordre qui vous fera plaisir pour ce moment, de nous partager un petit peu ce qui vous anime et ce que vous évoque cette question en quelques minutes. Sabrina, tu te lances? Oui, enfin, on a décidé ça ensemble avant. D'ici? Ouais. Ouais. De là, ok. Je suis encore un peu émue en fait par l'ouverture de Nathanaël. Je trouve que c'est voilà, ça annonce le futur. En fait, moi, je suis arrivée avec une phrase que je voulais vous donner. C'est avance sur ta route parce qu'elle n'existe que par ta marche. C'est une phrase qui me porte beaucoup, qui porte mes actions, qui porte, je pense, la puissance dont on est chacun et collectivement capable. Alors, je vais avancer avec 3 A. Je pense que dans l'entreprise, il y a des questions de pouvoir qui se jouent beaucoup. Le pouvoir, en fait, c'est le lien avec le collectif. Comment est-ce qu'on fait de la place à autrui quand on avance sur sa route et qui n'existe que par sa marche? Comment on embarque? Comment est-ce qu'on se vit collectivement? Et comment est-ce qu'on fonctionne en relation et on tient compte des autres? Une autre chose aussi, c'est l'audace. Finalement, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas parfois? Parce qu'on a peur. Quand on est entrepreneur, quand on est intrapreneur, quand on crée quelque chose de nouveau, de la valeur, une idée, une innovation, quelque chose qui à la base n'existe pas et qui va devenir une nouvelle réalité, ben on a peur. Et c'est normal, et c'est bien. C'est juste que l'audace, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on dépasse ces peurs, comment on les traverse. Et donc ben justement, le dernier A, c'est celui de l'action. Parce qu'en fait, quand on veut changer les choses, et en particulier quand on veut se libérer, contribuer à la libération de ce à quoi on participe, eh ben, il faut faire ça. Et ça, c'est l'action. Et ça, c'est le pas. Et ça, c'est difficile. Mais en même temps, c'est ça qui fait qu'on va la chercher, la liberté. Donc, je veux juste finir cette petite introduction sur, en fait, l'importance de la cohérence entre tout ça, c'est-à-dire l'attention, un dernier A, l'attention qu'on peut avoir entre les aspirations dont on est porteur et les actions qu'on mène. Comment on le fait, ce pas, et comment on avance sur sa route qui n'existe que par notre marche. Voilà.
Merci beaucoup, Sabrina, pour cette introduction. Marie Schnegan, si tu veux prendre la suite pour nous partager ta vision, ce qui t'anime. Par là, c'est mieux? Ok. Là? Okay. Bonjour à tous, je suis Marie, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Donc, ma mission, c'est de rendre les collaborateurs plus heureux et plus connectés au travail. J'ai 24 ans. Comment est-ce que j'en suis arrivée à là? C'était pas du tout quelque chose qui me suis venue un matin en me réveillant, mais il y a maintenant 3 ans, j'étais étudiante en ingénierie financière à Dauphine. Et en même temps de ça, j'ai ouvert un espace qui s'appelle Free Space à Paris. Est-ce que vous connaissez Burning Man? Ouais, super. Donc ça a été sponsorisé par Burning Man. Donc on a repris les valeurs de Burning Man, mais pour les mettre dans un espace éphémère dans une ville. Donc on a commencé à San Francisco, puis à Détroit, puis à Tokyo, puis à Paris, où pendant 6 mois, on avait des gens de différents univers qui venaient ensemble pour créer. Donc il y avait des artistes, des financiers, des mathématiciens. On était ensemble à faire des hackathons, à partager son savoir. Et en même temps, Dauphine m'a obligée de faire un stage en finance. Et donc, je me suis retrouvée chez UBS, au siège à Zurich. Donc, du lundi au vendredi, j'étais à Zurich en costume, sans chapeau et tout ça. Et le week-end, j'étais moi-même. Et chez UBS, personne ne se parlait. On était tout le temps avec les mêmes collègues du même département. J'étais en gestion de fortune. Et il n'y avait pas de moyen simple de pouvoir facilement rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que vous, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on fait en finance de marché. Du matin au soir, j'étais toujours avec les mêmes collègues. Et donc, j'ai commencé à toquer aux portes. Donc, un peu comme chez Free Space, j'ai commencé à rencontrer des gens de différents univers. Et grâce à ça, j'ai pu booster les projets en interne, me faire de nouveaux amis. Et surtout, j'étais heureuse d'aller au travail. Et de plus en plus de collègues étaient un peu plus timides que moi, me disaient « Marie, est-ce que je pourrais venir avec toi? Tu as même pu déjeuner avec le PDG. » Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas créer un outil qui permet à chacun de se rencontrer et ainsi de se sentir mieux au travail. Et donc, du coup, depuis ce jour-là, j'ai dû faire un choix parce qu'entre la finance, faire ce que mes parents voulaient et suivre mon cœur. Et donc, je suis partie, on était incubés à San Francisco pendant 6 mois, où il y avait un autre état d'esprit, où chacun se disait « pas de problème, que des opportunités ». Et quand je suis revenue en France, c'était pas facile, mais il faut jamais lâcher. Et donc, il y a une quote que j'aimerais partager avec vous, c'est « Go alone, go fast, go together, go far ». Merci. Merci Marie. Boris, tu veux nous rejoindre à la bonne place? Merci, bonjour à toutes et à tous. En complément, je vais plutôt vous faire un retour qui est celui d'un philosophe, puisque je suis encore philosophe. Avant de devenir entrepreneur, finalement, pendant mes études de philosophie, il y a une question sur laquelle travaillent tous les philosophes, qui est celle de savoir si l'homme est bon ou mauvais. Et en fait, l'un de mes principaux apprentissages dans le monde de l'entreprise, ça a été de comprendre que c'est un problème qui est mal posé. C'est un problème qui est mal posé parce que finalement, quand j'ai eu l'occasion de voir ce qui existait dans les entreprises aujourd'hui, avec des entreprises où il y avait énormément de souffrance, énormément de contrôle, et puis des entreprises où il y avait beaucoup de liberté, beaucoup effectivement d'espace, de respiration, finalement j'ai réalisé avec le temps que c'est une question mal posée parce que c'est possible de créer un enfer comme un paradis dans un collectif selon le cadre qu'on crée en fait. Vous avez peut-être vu à l'époque le film I pour Icare, vous avez entendu parler de l'espérance de Milgram, vous savez en fait où on met quelqu'un devant une situation où au bout de à peine 1 heure, il va envoyer un choc électrique mortel à un acteur. Alors lui, c'est pas que c'est un acteur, parce qu'on va créer un cadre en fait qui va le forcer à obéir à un ordre inhumain. Voilà, puis ça a été répété, donc ça a été fait dans les années 60, dans les années 70, il y a eu l'expérience de Stanford, etc., etc. Puis en fait, de la même manière, vous avez l'expérience inverse, c'est-à-dire que vous pouvez, en l'espace de quelques heures, amener un collectif à un niveau de bienveillance, de confiance et d'amour qui fait que les gens vont se confier, vont céder, vont ouvrir leur cœur. C'est ce qui se passe dans certaines entreprises aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans des réseaux associatifs, les cercles des alcooliques anonymes, dans les réseaux collaboratifs, etc., etc. Qu'est-ce que ça prouve, ça? Ça démontre qu'aujourd'hui, le cadre a un poids énorme sur nos comportements. Parce qu'au fond, les philosophes ont beaucoup réfléchi à ces questions-là, puis certains, comme Hobbes, ont dit l'homme est un loup pour l'homme. Spinoza a répondu non, l'homme est un dieu pour l'homme. Et vous vous souvenez aussi, quand vous étiez peut-être plus jeune, de tous les débats entre Voltaire et Rousseau sur cette question. Et au fond, moi je dis aujourd'hui que l'homme est un être de relation. Avant toute chose, nous sommes extrêmement attachés au groupe. Nous sommes extrêmement attachés au groupe et au jugement en fait qu'on porte sur nous. Et on est extrêmement sensible finalement, parce qu'on a besoin d'être accepté par le groupe. Et si le groupe a des conditions de fonctionnement inhumaines, quoi que nous fassions, cette inhumanité va transparaître, va transpirer en fait vers nous.
Et de la même manière, si le groupe a un mode de fonctionnement en fait qui est humain, centré sur l'humain, comme disait Nathanaël tout à l'heure, et ben de la même manière, voilà. Et vraiment, ce qui est clé dans cette histoire, c'est qui est le maître du cadre, qui construit le cadre. Et aujourd'hui, je pense que la raison pour laquelle les entreprises sont figées, c'est uniquement parce qu'il y a des systèmes de croyances qui sont figés. Et aujourd'hui, le maître du cadre, en fait, c'est le dirigeant, c'est le manager, qui a besoin de redevenir, comme disait Nietzsche, un artiste, qui a besoin de se réapproprier son pouvoir créateur, qui a besoin de comprendre en fait que c'est une science aussi de créer des cadres. Libérateur, on a créé un cadre en fait très aliénant depuis des siècles. Il y a tout un patrimoine, enfin plus j'étudie l'histoire, plus je réalise qu'il y a un patrimoine de l'oppression de l'humanité. Maintenant, il s'agit de créer ensemble un patrimoine de libération. Voilà. Donc c'est surtout ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Merci Boris. Et pour terminer, Bénédicte Tilloy qui va venir nous raconter sa petite histoire. Bonjour à toutes et à tous. Pendant 27 ans, faut que je me mette juste là, pardon. Donc pendant 27 ans, j'ai bossé à la SNCF. Et il y a une dizaine d'années, j'ai été appelée à être membre du comité exécutif de la SNCF. J'étais une nana assez cool, plutôt bien vue en interne, et je me pensais une super manager. Et puis, il y a 3 ans, dans mon équipe, une de mes collaboratrices a fait un burn-out. C'était une fille qui travaillait très proche de moi, à laquelle j'étais très attachée, et je ne m'en étais pas rendu compte. Elle a travaillé d'arrache-pied, elle ne voulait pas me décevoir, et donc elle n'a pas partagé avec moi le fait qu'elle n'en pouvait plus, et je ne l'ai pas vue. À partir de ce moment-là, je me suis dit que quelque chose avait failli et que mon comportement de dirigeant n'était pas aligné avec la manière que j'avais de le concevoir. Et nous avons travaillé avec l'ensemble de l'équipe sur tout ce qui était toxique dans notre organisation et tout ce qui avait conduit à ce burn-out. Et en fait, ce qui était très marquant, c'est qu'en fait, en même temps que j'ai énoncé des principes de bonheur au travail, de libération, je n'avais pas dételé les processus de reporting, les réunions, et finalement, je faisais subir à mes collaborateurs une double contrainte qui était à la fois de respecter le bonheur, le collaboratif, le transverse, et qu'en même temps, je leur imposais de la compliance, parce que je n'avais peut-être pas le courage dans le COMEX de dénoncer ces différentes méthodes de travail qui étaient en contradiction avec l'émergence en fait, de ce bonheur auquel nous aspirions. Et de ce jour, j'ai réalisé qu'en fait, tant qu'on n'a pas conscience qu'on est potentiellement, par sa conduite, en écart avec ce qu'on professe, éventuellement de bonne foi, on ne peut pas changer le monde auquel on appartient. Et en fait, j'ai donc décidé de me changer moi-même pour être capable de changer mon environnement. J'ai quitté la SNCF, j'ai réfléchi, et je suis rentrée comme associée chez Schoolab. Et j'ai démarré avec une équipe, c'est pas moi qui ai monté la boîte. Ce sont des fondateurs plus jeunes que moi qui avaient compris avant moi qu'effectivement, c'est en laissant libres les gens et en leur créant un système de valeurs et en faisant partager ce système de valeurs qu'on leur permet en fait d'apporter leur contribution à une histoire commune. Et la vie recommence pour moi aujourd'hui. Je suis en reboot et mon sujet, c'est d'arriver à ce que d'autres dirigeants me suivent dans cette voie. Et c'est en fait la pratique que je suis en train de développer chez Schoolab. Merci. Merci à tous les 4 pour cette introduction. Il y a 1000 questions que j'ai envie de vous poser en entendant vos histoires. Peut-être pour démarrer, je m'interroge sur aujourd'hui quelle place et quel sens vous donnez au travail dans vos vies. Comme on le disait, Nathanaël, puis après en introduction, ça change tout au long de nos vies. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, on ne considère pas le travail de la même manière. Aujourd'hui, vous, quelle place, quel sens vous donnez au travail ? Qui veut se lancer de manière assez libre ? En ce qui me concerne, un peu je débute, non mais bon, il faut... Voilà. Ouais, merci. C'est courageux, voilà.
Ouais, allez. En fait, je crois qu'il y a quoi? Il y a 86 000 secondes dans une journée. Bon, comment est-ce que on en passe un certain nombre au travail? Et donc, comment est-ce que le travail fait sens par rapport à ce qu'on a envie d'accomplir dans sa vie? Voilà. Après, ça rejoint ce que j'essaye d'apporter, c'est-à-dire qu'on peut être acteur depuis là où on est. On est acteur, d'ailleurs, on est en activité, mais on est acteur. Les uns les autres de tous les choix qu'on pose le matin, quand on choisit d'aller travailler, pas travailler, quitter, rester, c'est un choix, rester. Voilà, ça s'est posé pour moi, je travaille chez BNP Paribas, et pourquoi est-ce que j'ai voulu créer ce lab d'intrapreneurs? C'est parce que j'avais envie de changer le système. Voilà, en ayant vécu ce qu'était la crise financière, en ayant eu des questionnements autour, pourquoi est-ce que chaque matin je fais le choix d'aller travailler chez BNP Paribas? Et quitte à ce que j'aille, je vais essayer de changer le système. Voilà. Question de sens, je pense. Le travail comme un moyen de faire des choix finalement et d'être acteur. Pour moi, c'est avoir un impact. C'est-à-dire me lever le matin en disant que par mon action, des choses vont changer. Et qu'elles vont changer pour moi et pour les autres. Et je me suis beaucoup posé la question, ça voulait dire quoi changer? Et ça veut dire en fait créer un univers dans lequel on est aligné entre les choses qu'on pense, les choses qu'on fait et les choses qu'on vit. Quand on arrive à aligner l'ensemble de ces petits points, en fait on ressent une sensation de bonheur, ou de, peut-être le mot est fort, mais en tout cas de bien-être, et qui donne en fait une puissance pour agir qui est extrêmement forte. Et si on arrive autour de soi à créer ça, je pense que tous ensemble, on peut être plus fort. Voilà. 100% d'accord avec toi. Et donc avant, quand j'étais stagiaire, pour moi, le travail, c'était vraiment, je vais au boulot vers 7h30 et je reviens le soir vers 21h. Donc, c'était quand même intense. Mais après ça, j'y pensais plus. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose que je fais 24 heures sur 24. Donc, quand je me couche, en fait, à côté de mon lit, j'ai la liste du CAC 40, donc toutes les entreprises avec qui j'ai envie de travailler. Donc, j'y pense avant de dormir. Quand je me réveille la nuit, j'ai une idée, je note à côté de mon lit. Quand je me réveille, j'ai la liste à côté. Et donc, je suis vraiment imprégnée, mais je l'ai choisie parce que je suis passionnée et j'ai envie d'avoir cet impact, comme tu le disais, Bénédicte. Et du coup, depuis 1 an, on a pris comme bureau une maison. Donc, Bénédicte est venue. Et donc, j'ai créé un environnement de travail que j'aime. Et donc, j'habite dans cette maison. Et on a aussi 2 autres chambres. Donc notre CTO habite la semaine pour éviter les transports. On a une chambre d'invités. Donc ça permet de vraiment créer un écosystème qu'on a choisi. Et donc du coup, je me sens bien. Alors, tout à fait d'accord avec ça, bien sûr. Peut-être aussi pour donner quelques éléments pratiques de ce que j'expérimente aujourd'hui sur ce que j'attends du travail. D'abord, je pense que il y a différents dangers qu'on court aujourd'hui dans une société qui est en constante accélération. Un philosophe disait en fait qu'il y a 2 choses qui peuvent produire une apparence de sens, c'est la vitesse et le pouvoir. Quand vous êtes dans des systèmes où il y a beaucoup de pouvoir et beaucoup de vitesse, vous avez l'impression que ce que vous faites a du sens, et en fait ça ne produit rien du tout. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous pouvez passer quelques mois dans des systèmes comme cela, quelques années, et vous pouvez y passer aussi l'essentiel de votre vie, quoi. Donc déjà la première chose, c'est j'essaie de me rappeler qu'on est ici pour un passage, que c'est éphémère. Et que donc, dans le cadre de ce passage, il faut vraiment se concentrer sur ce qui nous porte en fait, sur ce qui vraiment va produire du sens pour nous. Ouais, c'est vraiment tout à fait ce que vous dites. Et puis comment l'incarner, ça? Il y a 1 an, en fait, j'ai lancé une petite expérimentation dans mon équipe. C'était 4 personnes, c'était tout à fait humble. Mais c'était très puissant finalement. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous ne voudriez pas qu'on prenne en fait peut-être 3 heures chaque semaine? Et ce que je vous propose, c'est on va temporairement effacer la distinction qui existe entre nous au travail et nous tout court, quoi. Et puis pendant ces 3 heures, si vous avez envie de le faire, on pourrait mettre sur la table finalement tout ce qu'on a vraiment en fait envie de révéler en soi, toutes les peurs, les inhibitions, les limitations qui nous bloquent. Et on travaille dessus ensemble. On fait une petite cellule très bienveillante, en fait, comme ça, juste entre nous. Et on travaille sur ça, et puis on va se donner des expériences, mais sans aucune limite. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, à partir du moment où ça nous aide à grandir, et ça nous aide, en fait, à nous faire grandir les uns vis-à-vis des autres. Et ils ont accepté, donc voilà. Ils ont dit, OK, bon,
tes propositions sont toujours un peu folles, quoi, mais on veut bien y aller avec toi, on te fait confiance, donc on l'a fait. Donc au début, on a fait des arbres de vie, on a fait en fait toutes sortes, voilà, on faisait toujours des séances de méditation pour ouvrir. Et puis à la fin, une collaboratrice me disait, moi j'ai une peur sociale, je n'ose pas parler aux gens. Donc je lui dis, est-ce que tu veux que la semaine prochaine, je t'invente un truc pour ça? Et la semaine prochaine, en fait, on est allé dans la rue, on est allé chanter aux passants. Donc en fait, on est allé chanter Frère Jacques. Hier, j'ai encore fait, on a recommencé à l'Open Mind Café, on a distribué des roses en fait à tout le quartier. Et on a des roses aux gens en fait en disant, voilà, je vous donne une rose par rapport à ce que vous avez fait de plus beau dans votre existence. Je vous demande juste de dire ce que c'est pour la recevoir. Et c'était en fait des moments très intenses parce que l'une des peurs en fait les plus fortes qu'on a aujourd'hui, c'est la peur sociale. On est dans des systèmes qui n'arrêtent pas de renforcer. En fait, il y a peur de l'autre, on n'ose plus en fait se regarder dans les yeux dans le métro, adresser la parole aux gens, etc. Donc vraiment, c'est ça qu'on a attaqué. C'est quoi les peurs qui nous bloquent, qui nous empêchent de libérer tout ce qu'on a dans le cœur, dans les tripes, qui on est, quoi. Et je pense que ça peut paraître un peu dingue, en fait, c'est dit comme ça, mais en réalité, c'est aussi ça l'entreprise de demain. Parce que aujourd'hui, les robots arrivent, les intelligences artificielles, il y a tout ça qui débarque. Et en fait, tout ce que peut faire une machine maintenant va le faire, quoi. Et pour le coup, il reste nous, en fait. Donc voilà, cette histoire de se développer personnellement, je pense que ça sera à la base du nouveau contrat, aussi entre l'entreprise et le collaborateur. Et c'est vrai que ça demande complètement de revoir des cartes mentales qu'on avait depuis très longtemps, mais voilà, je pense que c'est aussi ça pour moi le travail. L'entreprise qui est finalement, et le travail aussi, un espace où on peut se développer personnellement, où on peut s'épanouir. Vous l'avez chacun exprimé. Je me demandais, d'après vos expériences, qu'est-ce qui peut faire qu'on passe dans une organisation ou en tant qu'individu de percevoir le travail comme un espace de contrainte, à au contraire comme un espace de créativité, d'épanouissement? Qu'est-ce que vous avez pu vivre sur ce sujet? Alors, un peu en écho à ce que disait Boris, je pense que c'est le moment où on perd la sensation d'être une fonction pour prendre conscience qu'on est une personne et que c'est la personne et son interaction avec d'autres personnes qui crée quelque chose de bien ou quelque chose de beau. Et quand on exerce des fonctions qui vous font connaître de tous, en fait, on est quelquefois privé de la personne qu'on est, et les gens projettent des représentations sur vous. Et la possibilité de retrouver une fraîcheur de relation avec tout le monde, je trouve que c'est très enthousiasmant. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à me transformer. Je trouve que c'est ça qui, en fait, c'est réapprendre la relation de qualité avec chacun. Je ne sais plus ce que c'était la question, pardon. Comment on passe d'un espace de contrainte à un espace de liberté et d'épanouissement. Voilà. Donc c'est. Alors après, la question quand même, pour ne pas échapper, c'est comment tout ça fait système. C'est-à-dire, il faut que plusieurs initiatives en fait soient prises en même temps. Il faut créer un effet de contagion, et le fait de basculer dans un système qui marche comme ça, moi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de regarder en fait comment on organise le monde nouveau, quoi. Moi, je dirais qu'il y a, pour rebondir sur ce qui fait système, c'est qu'en fait, c'est pas passer de contrainte à libération, c'est juste vivre les deux. C'est une réalité. Pour le moment, en tout cas, l'entreprise, je vais prendre le cas de People's Lab, qui est donc le programme d'intrapreneuriat de BNP Paribas, c'est au sein de BNP Paribas. On accompagne des personnes qui sont salariées de BNP Paribas, donc qui évoluent au sein du système BNP Paribas, donc des contraintes, et en même temps, qui apportent ce qu'elles ont dans les tripes pour les transformer en nouvelles activités de BNP Paribas. Donc avec leurs aspirations, avec leur personnalité et ce qu'elles sont, pas que au travail. Et tout l'accompagnement consiste à la fois aller chercher, les aider à aller chercher en elles-mêmes leur puissance, en fait. Cette forme de nouveau leadership, moi j'appelle ça un nouveau leadership, la capacité à aller embarquer plein de gens pour convaincre, pour obtenir les ressources. On va parler très clairement les ETP, les budgets, tout ça. Donc il y a toute cette dimension en fait sur soi, et puis il y a la dimension du oui, mais j'évolue dans un collectif qui est beaucoup plus large, et il faut que j'en tienne compte. C'est une réalité. Donc en fait, je crois pas qu'il faille opposer les deux. Il faut trouver le moyen de vivre les deux. Et à la limite, je dirais que le mot qui pourrait le plus caractériser ça, d'ailleurs c'est ce qu'on porte, ce qu'on essaye de les faire devenir finalement, sont des gens autonomes. Pas indépendants, mais autonomes. Voilà. Vivre les deux en autonomie. Merci. Sur
Sur ces questions des limites également, Bénédicte, tu me disais juste avant la table ronde, comment à un moment donné, quand on essaie de vivre cette libération, on peut aussi être confronté à certains freins, qui peuvent être des freins du collectif, mais aussi des freins individuels, des choses qu'on vit durement au moment de ces transformations, de ces changements. Quand on a été chef, on ne se refait pas. Donc de temps en temps, quand on est dans un plateau avec des jeunes, on ne peut pas s'empêcher de temps en temps de dire quand je pense qu'ils sont l'âge de mes gosses, on ne m'a jamais parlé sur ce ton, c'est bien beau de me dépatouiller avec ma facture, mais avant il y avait des gens qui le faisaient, je ne les connaissais même pas. Donc ces espèces de réflexes un peu archaïques dont il faut se débarrasser, en fait, pour rebasculer dans quelque chose de plus, enfin, je dirais de positif. Pour autant, je pense qu'on ne peut pas s'affranchir d'un fonctionnement. Et la question, c'est d'arriver à ce que le fonctionnement soit inventé par tous les collaborateurs. Et c'est ça qui est difficile dans les grandes entreprises, c'est d'arriver à mettre à bord et de se fixer des règles et que ces règles soient acceptées parce que fixées par ceux qui ont en fait avoir à les respecter. Et c'est tout ça qui est en fait en train de devoir être fait. C'est une révolution, mais on sait que les révolutions, ça fait quelquefois un peu bobo à certains endroits. Et malheureusement, il y a des endroits où c'est le cas. Et justement, je trouve que pour faire cette révolution, c'est important qu'il y ait des gens de tout âge, de tout background. Et donc, par exemple, il y a quelques semaines, on a un nouvel arrivant. Il a plus le double de mon âge. Et ça fait 24 ans qu'il travaille aussi dans un grand groupe. Et ça nous a énormément aidé à mieux comprendre les grands groupes. Et lui, il adore être avec les jeunes, même si des fois, il ne comprend pas tout. Mais maintenant, il est sur Slack. Enfin, c'est un changement pour lui. Mais on sent que... Bah voilà. Mais on sent qu'il est heureux parce qu'il y a cette mission. Donc, à chaque fois, il m'écrit un texto le soir en disant « Je suis un happy Gilou ». Et du coup, c'est ça qui me booste. Ce qui s'appelle Gilles, mais il s'appelle Gilou en interne. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu as cette mission et que c'est une révolution qu'on fait ensemble, c'est important d'avoir des gens de différents âges, de différents backgrounds. Et c'est ça qui fait qu'on va avancer vite. Ouais, mais pour que ça prenne du sens, il faut que les gens soient ouverts. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'être ensemble. Et l'ouverture, c'est oui, on est ouvert. Non, non, être vraiment ouvert, hein, c'est pas entendre et dire ok, j'ai entendu ça, j'étais ouvert. Non, être ouvert, c'est difficile. C'est une des limites. D'ailleurs, c'est finalement, par exemple, je prends conscience qu'il y a des retours, il y a des choses qui se passent. Okay, et comment est-ce que je les intègre, je sais pas, je vais redire traverser, elles me traversent et éventuellement je peux en être changée. C'est ça qui est... Parce que, enfin, je veux dire, la diversité, bien sûr que c'est important, mais c'est important si ça produit quelque chose. Voilà. En ce sens, Boris, je serais curieuse d'entendre ton point de vue sur le faire ensemble, réinventer la manière dont on fait ensemble. Le Lab RH incarne ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ce que je peux vous en dire, c'est que, je parlais tout à l'heure du poids qu'ont les systèmes de croyance sur la façon dont on construit, on pilote les organisations. Je rejoins aussi tout à fait ce que disait Nathanaël sur le fait qu'il vaut mieux démarrer effectivement dans un cadre libre. Au fond, je pense qu'aujourd'hui, on porte des lunettes en fait. On porte des lunettes déformantes quand on regarde les organisations et ces lunettes nous font croire que c'est nécessaire de contrôler en fait ce que font les gens à l'intérieur de l'organisation pour que l'organisation fonctionne. C'est ça en fait la croyance la plus violente et la plus fausse aujourd'hui qu'on a fini par implanter dans nos esprits, quoi. Et ça remonte au début de l'ère industrielle, la seconde révolution industrielle avec l'entreprise tayloriste, quoi. Où en fait il y a deux principes dans l'entreprise tayloriste, c'est la séparation, c'est ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Voilà, ça c'est la première séparation. Puis ensuite la spécialisation, ceux qui exécutent font uniquement ce qu'on leur dit de faire de façon très ciblée. Et en fait, quand vous expérimentez le fonctionnement d'une entreprise qui est vraiment vivante, qui n'est pas mécanisée, qu'est-ce que ça demande ? Ça demande en fait une raison d'être qui est claire. C'est quelque chose en fait qui porte, qui fait vibrer en termes d'aspiration tous les gens qui sont dans une communauté. Puis après, ça demande à ce que les gens qui soient dans cette organisation aient une raison d'être elle-même qui est claire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes savent pourquoi ils sont là et savent en fait dans quelle direction ils veulent aller. Donc il faut qu'ils se connaissent eux-mêmes aussi dans une certaine mesure. Et si vous avez ces deux choses-là, en fait, il n'y a plus rien à faire. Ça peut paraître très naïf, ce que je suis en train de dire, mais quand vous regardez la façon dont fonctionnent les écosystèmes, vous voyez le Lab, l'école 42, aujourd'hui toutes ces organisations qui fonctionnent effectivement sur des modes collaboratifs, en fait c'est ça. C'est ça qui nous porte, c'est qu'on a des visions d'être claires et puis il y a des gens qui savent qui ils sont et pourquoi ils sont là. Et moins vous avez ça,
plus la raison d'être est confuse, plus on ne se connaît pas soi-même, plus en fait il faut créer des process. Il faut créer, vous voyez, c'est des béquilles. Et plus en fait l'organisation doit être contrainte de bout en bout. Donc nous en fait ce qu'on fait c'est tout simplement ça, c'est d'éclairer ces raisons d'être. Alors après il y a des technologies, hein, il y a des places de marché, il y a du ratio de partage, il y a toutes sortes de choses qu'on invente pour faciliter et fluidifier le fonctionnement de ces écosystèmes, et finalement ça vient après. Voilà, vraiment le cœur c'est ça. Alors tu amènes un sujet que je trouve particulièrement intéressant, qui est celui de la connaissance de soi et de sa place dans l'entreprise finalement. Quelle place pour la connaissance de soi dans l'entreprise ? Pour une fois, je suis le philosophe, mais je ne vais pas répondre à celle-là, tiens. Mais en fait, elle ne peut pas être décidée. C'est à chacun de déterminer s'il a envie de se poser la question, déjà. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie, ou qui n'en sont pas. Vous disiez tout à l'heure, on a des stades de vie. On n'a pas des vies linéaires, on vit des choses, on est en mouvement, on est tout le temps en mouvement. Donc, il y a des... Par exemple, tu disais tout à l'heure, voilà, tu mets la liste du CAC 40, peut-être que d'ici 3 jours, tu vas changer d'avis. Peut-être. Donc déjà, la première chose, c'est à quel moment on choisit de se poser la question de ça. Et c'est pas une question d'âge. Voilà, moi je pense que ça n'a rien à voir. Globalement, ça n'a rien à voir avec l'âge, ça a plutôt à voir avec l'expérience que l'on vit, le regard, l'attention, encore une fois, qu'on porte aux autres, à soi, etc. Bon, évidemment, j'imagine qu'il y a des moments importants. Par exemple, on cite souvent la parentalité. C'est évident, ça fait vivre une expérience tellement forte que voilà. Mais il y a plein d'autres déclencheurs. Donc déjà, la première question, c'est par rapport à la place de la connaissance de soi dans l'entreprise, c'est laisser chacun libre de déterminer si oui ou non il veut se poser la question. Et puis après, c'est à partir du moment où certaines personnes se posent la question, comment l'organisation permet cela. Soit par des dispositifs, soit par sa culture, par exemple, parce qu'elle a été créée comme ça, ou en tout cas, c'est possible par sa culture, entre guillemets, par la façon dont ça se passe d'habitude, quoi. Il y a de la place pour ça. Soit sinon, par des espaces, au moins, dans lesquels ça peut exister. Le People's Hub, c'est ça. Enfin, mon expérience, elle est celle-là, c'est celle du People's Hub. C'est un cadre, mais qui est très connecté à tout le reste de l'entreprise, justement pour travailler sur cette notion d'impact, de viralisation. C'est tout sauf un satellite où les gens viennent, ils produisent des choses, s'amusent, etc. Puis ça ne change rien. Non, en fait, ils créent les nouvelles activités de BNP Paribas. Là, il y a 2 activités qui sont lancées en janvier, en février. On est sur vraiment des nouvelles lignes de métiers portées par des gens qui... Voilà. Donc, je pense que voilà, soit c'est la culture, après, soit ce sont des espaces qui eux-mêmes sont pensés pour pouvoir aller viraliser. C'est important, je pense, cette notion de viralisation. Moi, je pense que le nouveau métier de dirigeant, c'est d'autoriser. Et s'il se dit que son travail quotidien, c'est d'autoriser, et si par ailleurs, il peut être un peu exemplaire dans la façon de le faire lui-même, alors on peut se dire que ceux qui vont avoir envie de rentrer un peu en eux pour comprendre en fait comment ils fonctionnent se sentiront encouragés à le faire. Merci pour porter dans vos témoignages. On entend beaucoup que pour porter la transformation collective, il y a un point de départ qui est la transformation individuelle, la prise de conscience aussi, finalement individuelle. Quelle place pour cette prise de conscience, quelle manière d'encourager cette prise de conscience? Peut-être Boris, tu peux nous dire quelque chose sur ce sujet? Peut-être vous dire un mot aussi sur la question, et je rejoins aussi ce que tu disais sur les dirigeants. Vraiment, la question des dirigeants, effectivement, leur rôle, c'est d'autoriser. Et je pense aussi d'inspirer, c'est ça. Il y a 2 ans, à peu près, j'ai rejoint en fait un réseau assez remarquable qui s'appelle EVH, qui est un réseau de dirigeants qui travaillent en fait à leur transformation intérieure. Ils ne travaillent même qu'à ça. Ils se voient une fois tous les 3 mois. C'était vraiment une très belle découverte. J'ai découvert ça par Gilles Poirieux, qui était un ancien grand dirigeant de Sodexo, qui est le président de ce réseau. Ça fait 23 ans que ça existe, et il y a 60 dirigeants qui se réunissent en petits groupes de co-développement. Et la première fois que j'ai fait ça avec eux, en fait, on commence avec des problématiques professionnelles assez complexes, quoi. Puis au bout de 10 minutes, j'avais 5 dirigeants en face de moi, et puis il y en a un qui me pose la question: mais Boris, pourquoi tu vis? Et en fait, là, j'ai les larmes qui montent aux yeux, parce que personne ne dit rien. Vous voyez, ils vous regardent comme ça pendant 1 minute sans rien dire, parce qu'ils attendent vraiment que vous ayez chercher en vous la réponse, quoi.
Et en fait, j'ai réalisé à quel point ce travail, il était absolument essentiel au niveau des dirigeants pour que l'entreprise elle-même s'ouvre à cette possibilité de la connaissance de soi, s'ouvre à la possibilité en fait de l'exploration de toutes les richesses qu'on a en nous en fait. Je suis d'accord sur le fait que bien sûr il faut laisser cette liberté à chacun, et puis en même temps, depuis très longtemps, je vis dans une frustration constante parce que je vois à quel point, si vous voulez, l'être humain est riche, quoi. À quel point on a des dimensions incroyablement profondes en nous, mais qu'on n'explore pas, et on peut passer sa vie entière à côté en fait de ça. Oui, sans jamais le toucher, sans jamais l'atteindre, sans jamais en fait le révéler. Et évidemment, je me dis mais quand même quel gâchis, quoi. Pourquoi on ne voit pas ça? Enfin, ça devrait vraiment nous crever les yeux, quoi. Donc je pense que ça commence beaucoup effectivement par ces dirigeants qui aujourd'hui font ce travail difficile, certains c'est sur des années, et à partir de là, oui, c'est petit à petit toute l'organisation s'infuse, quoi, de façon inconsciente en fait, ça touche tout le monde. Voilà, c'est l'un des éléments. Puis après évidemment tout le monde peut rentrer dans ces démarches. Ouais. Sabrina. Il y a quand même un mot qui n'est pas apparu encore jusqu'à présent, manager. Parce qu'on parle des dirigeants, et tout à fait, bien sûr, hein, on parle des collaborateurs, enfin je parlais par exemple des intrapreneurs, mais et les managers. La grande question à l'heure actuelle, c'est celle du management, du rôle, de la place des managers. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont chahutés par en haut, par ces dirigeants qui bougent, ils sont chahutés par en bas, par ces collaborateurs qui bougent, qui sont en mouvement, qui lancent des choses, par l'aplatissement, enfin bref, tout ce qui concerne l'évolution des organisations. Et donc c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait en sorte que ces personnes qui ont occupé un rôle durant des décennies, qui étaient associées à, entre guillemets, une case, c'est-à-dire à certains attributs, enfin à des repères, voilà. Et ben, ces repères veulent que deviennent ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont envie de devenir. Moi je crois que c'est surtout la question de la connaissance de soi, l'intention, les aspirations des managers qu'il faut travailler. Et par exemple, je reviens, parce qu'on est là pour faire des retours d'expérience, sur le People's App, ça a été un vrai sujet. On s'est dit, ok, c'est très bien d'accompagner des collaborateurs, mais si on n'accompagne que le ou la collaboratrice, en fait, à un moment ou à un autre, il va se passer, enfin, je veux dire, ces notions de hiérarchie, de pouvoir, on est quand même encore dans des liens de subordination. Il ne faut pas prétendre qu'on n'y est plus. Voilà, pour moi, c'est un danger, ça. Dire, ouais, on n'y est plus. Non. Ça se transforme, mais on y est encore. Donc, le dirigeant, d'ailleurs, il a une mission ou une vocation d'autorisation, de permission, mais de protection aussi. C'est-à-dire pas en mode paternaliste, etc., mais en mode tenir compte de la réalité des choses et ne pas brusquer. Enfin, voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas brutaliser les organisations, il faut avancer, il ne faut pas reculer, c'est ça qui compte. Mais y aller aussi au rythme qui permet un changement qui va être durable. Donc tout ça pour dire que les managers, par exemple, ils ont leur programme en parallèle du programme pour les intrapreneurs. Donc chacun des managers d'intrapreneurs a son programme, mais on ne travaille pas sur le projet d'innovation de l'intrapreneur. On travaille sur, moi, depuis leur focale en fait, à eux. C'est-à-dire, vous, manager, à titre individuel et collectif, comment cette expérience peut être positive d'un point de vue managérial, vis-à-vis de vos équipes, vis-à-vis des personnes qui sont au-dessus de vous, etc. On déplace la focale. Mais le management, et les managers, c'est un vrai sujet, je pense. Une autre chose que je voulais ajouter, c'est que pour la connaissance de soi, quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est de méditer. Donc de prendre ce temps avec soi-même tous les jours, de ne pas se focaliser sur sa to-do list, mais vraiment sur soi-même, sur des moments de respiration, dans la nature, ou même si des fois on n'a pas le temps d'aller dans une forêt, de même aller dans un parc, ou même au lieu de se focaliser sur sa to-do list, de se focaliser sur les pas quand tu marches. Donc c'est des éléments tout simples dans la vie de tous les jours qui t'aident pour la connaissance de soi. Merci à tous. On voit que ce chemin vers la libération, vers un nouveau rapport au travail, il est engagé, il est en construction, que de nombreuses personnes dont vous faites partie sont en train de le construire jour après jour. On voit également qu'il convient d'agir à tous les niveaux, avant tout au niveau individuel, qu'on soit collaborateur, manager, dirigeant, pour ensuite faire collectif et créer des nouveaux modes d'organisation. Merci à tous pour cette discussion.
Bonjour à tous. Je m'appelle Julien, je vais être là pendant les 2 jours. Mon travail, c'est de porter votre voix, la voix de tous ceux qui écoutent tous ces intervenants, et d'essayer de synthétiser quelques questions pour pouvoir avoir un certain nombre d'approfondissements ou de regards complémentaires. Alors, première difficulté du jour, au-delà du fait que je ne suis pas encore assez caféiné, c'est que je n'ai pas vu de questions sur le fil. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, en termes les modalités, c'est juste vous pouvez poster directement vos questions. Charge à moi d'essayer d'en faire une synthèse et de formuler ça. Alors après, la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai plein de questions en vous écoutant. Donc, je vais me permettre de lancer ça. Si vous avez des regrets énormes de ne pas avoir posé de questions, il suffit de lever la main. Il y a une hôtesse qui a un micro, je crois, donc on pourra passer pour adresser les questions. Sinon, n'hésitez pas à les poster. Alors là, je vais pas être capable de les prendre en direct, par contre, parce que je sais pas faire 2 choses en même temps. Par contre, pour les prochaines plénières, n'hésitez pas. Je vais m'adresser à certains d'entre vous au départ. Ne soyez pas vexés. Les autres, évidemment, vous pouvez compléter. Mais j'avais 2-3 éléments par rapport à ce que vous avez dit. Boris. Commençons par les hommes. J'avais une petite question par rapport à ce que vous avez dit. Et pour reprendre un peu les interventions précédentes. On est dans le thème de l'homme au cœur. Nathanaël, tout à l'heure, a parlé d'intégrer et de respecter les désirs de l'individu dans l'organisation. En même temps, j'ai entendu tout à l'heure dans la présentation encore précédente, le risque, c'est que les égos impactent le mode de fonctionnement et l'efficacité d'une organisation. J'entends beaucoup parler de l'individu, c'est normal, on est sur l'acte 1. J'entends beaucoup parler du respect de l'individu, de ses désirs, de son épanouissement. Comment on gère ça avec cette logique d'égo? Elle est où la frontière entre respecter des désirs et satisfaire les égos individuels qui risquent de contredire l'organisation collective? Oui, c'est certainement une bonne question, mais déjà je l'aborderai peut-être pas tout à fait de cette manière-là. Moi, ce que j'observe, c'est que finalement, avant qu'il y ait des querelles d'ego dans un collectif, il y a d'abord, en fait, je pense, un manque de clarté dans la communication entre les gens. Et que beaucoup de choses qu'on interprète comme des querelles d'ego ou comme je dirais en fait des blocages qui sont dus au caractère des uns et des autres, au fond, c'est parce que on n'a pas créé le cadre déjà au départ, qui était un cadre de transparence, qui était un cadre de clarté sur pourquoi on est là. Vous voyez, par exemple, il y a une technique, je parlais tout à l'heure aussi de la science, de l'émancipation, qui s'appelle la communication non violente. Et la communication non violente, en fait, ça vous apprend quand vous la pratiquez, qu'en fait, ce qu'on voit très souvent comme des problèmes d'ego, c'est juste que dans la manière dont on a posé les choses, posé l'intention, posé ses jugements, en fait, on l'a fait de façon à ce que ça envenime ou pas la situation, et quand ça l'envenime, évidemment, à la fin, vous avez l'impression que les gens s'engueulent, c'est la zizanie, etc., quoi. Mais en fait, comme disent les bouddhistes, avant qu'il y ait un incendie, il y a une étincelle. Donc, je reviens vraiment à ma question du cadre. Qui crée le cadre et comment on crée ce cadre clair où chacun va pouvoir en fait se retrouver dans le collectif et aligner sur une raison d'être commune. Voilà. Après, il peut toujours y avoir de l'ego quand même. Je dis pas, mais voilà. Mais en tout cas, ça lave beaucoup de la question, je pense. Alors. Ça rejoint, je voulais la poser en 3e, c'est pas grave, je vais la poser en 2e parce que je pense que la transition est chouette. On a aussi, dans le cadre des premières introductions, entendu parler du cadre à travers un certain nombre de modalités. On a parlé d'environnement de travail, on a parlé de solutions qui peuvent exister, on reviendra potentiellement là-dessus. Boris, vous venez de parler de donner un cadre au sens aussi le terrain d'expression pour avoir un impact. Tout à l'heure, vous en avez parlé toutes les deux de l'impact, soit en tant qu'entrepreneuse et patronne de sa propre structure. Vous le disiez tout à l'heure, je me réveille la nuit avec un certain nombre de questions et tout. Ça paraît logique vu que c'est votre propre boîte, c'est votre bébé. Vous avez, Bénédicte, vous, l'expérience d'une grosse structure avec un cadre et un sens pas toujours évident à donner. Et là, l'expérience d'une plus petite structure. Comment, justement, le dirigeant ou le manager donne cette raison d'être de la structure pour permettre ensuite à chacun d'exprimer ses désirs et de montrer l'impact qu'il peut avoir en fonction justement de la raison d'être de la structure. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est d'entendre, De Gaulle l'avait dit en premier, l'intendance suivra, et d'avoir des gens autour de moi qui étaient intéressés uniquement par le jus de cerveau
considérant que tout le cadre autour, c'était pas super important, du moment que toute l'énergie, toute la matière grise, en fait, était mobilisée. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que en fait, les expériences que je faisais, c'est chaque fois qu'on était attentif à la manière dont une réunion allait se dérouler, au lieu dans lequel on allait la faire, à la couleur de l'environnement dans lequel on était, on obtenait un résultat extrêmement différent. Et du coup, je me suis beaucoup investie dans, dans les lieux, dans les règles, dans la façon de scénariser les espaces de travail. Et quand je dis scénariser, ça ne veut pas dire faire du théâtre, ça veut dire veiller à ce que la parole puisse être portée. Mais enfin, aujourd'hui, je travaille sur une table, on est 12, on se bouffe le nez pour trouver une place le matin, parce qu'on comme ça, on est dans une entreprise qui est en croissance, on n'arrive même pas à poser sa petite pomme au milieu des autres. Hein. Et j'ai l'impression d'être beaucoup plus incluse et beaucoup plus... d'être dans un endroit beaucoup plus respirant et participatif, alors qu'on est serrés les uns sur les autres, que dans mon très grand bureau de Saint-Denis, où finalement j'étais pas très présente, où je m'ennuyais de temps en temps, parce que tout avait été organisé en fait pour que je sois protégée et non pas en interaction avec les autres. Et alors, je vais vous demander un petit exercice d'extrapolation. Imaginez que votre structure, ça devienne une multinationale de 10 000 collaborateurs, ce que je vous souhaite, évidemment. Comment vous seriez capable de continuer à montrer la raison d'être et le sens de votre structure? Là, c'est peut-être facile dans votre maison. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais vos collaborateurs, vous les connaissez. Il y en a même qui dorment dans votre maison, d'après ce que j'ai compris. Comment demain, vous avez 10 000 collaborateurs, vous êtes capable de continuer à montrer la raison d'être, le sens, pour permettre ensuite à chacun de s'exprimer là-dedans? Donc aujourd'hui, on est 23, on a commencé à 2. Et ce qui est important, c'est le cœur, donc l'équipe après qui va justement avoir les mêmes valeurs, qui va les partager. Donc aujourd'hui, on a un bureau à Paris et à New York, donc on a déjà ces problématiques. Et en fait, ce qui est important, c'est de trouver des personnes qui vont aussi suivre cette mission, qui sont passionnées tout autant que moi. C'est ça qui est clé. C'est de pouvoir que ce soit pas seulement moi qui partage ça, mais vraiment l'ensemble de l'équipe. Et donc, je suis certaine que aujourd'hui, à 23, on va aussi arriver quand on sera 1000, quand on sera 10 000 et quand on va faire une IPO. Donc, c'est important de rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs et qui veulent aller loin. C'est comme ça que je le vois. La notion des valeurs, moi, je trouve qu'elle est fondamentale, en fait. En plus, on peut les incarner et les vivre de façon différente. Valeur numéro 1 du People's Lab, il y en a 4 des valeurs. La une, c'est cultiver un esprit positif. Bon, finalement, cultiver un esprit positif, qu'est-ce que c'est? Bon, pour certains, c'est être plutôt en mode recherche de solutions que problème. Pour d'autres, c'est se lever de bonne humeur le matin. Bref, mais au moins, tout ce qui... Et par contre, ce qui est important, c'est la frontière, en fait, et le nom qu'on pose. C'est-à-dire, c'est pas tellement de dire on accueille plein de gens, c'est plutôt ça marche pas. Ça, c'est ça qui est pas facile de dire telle personne, elle a des super compétences, elle correspondra exactement à quelqu'un dont on peut avoir besoin, mais côté valeur, ça fit pas. Voilà. Et puis, par rapport à ce que disait Bénédicte, moi, je trouve qu'il y a une autre scénarisation, mis à part l'environnement dans lequel on travaille. C'est d'une certaine façon la scénarisation personnelle intérieure qu'on peut avoir. C'est-à-dire quelle histoire on se raconte. Et comment est-ce que, finalement, on peut ouvrir des possibles et faire de la place à différentes parts de soi-même. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, finalement, cette partie très, très cérébrale, etc., dans le fond, alors je ne sais plus de quand ça date d'un point de vue philosophique et puis évolution des Lumières, etc., mais enfin, je pense que ça date des Lumières. Cette segmentation entre on est rationnel ou on est créatif, enfin d'ailleurs, souvent, c'est cerveau gauche-droit, enfin bref, on peut la revisiter quand même. Donc, typiquement, en jour 1, les intrapreneurs, ils viennent et on les fait travailler avec donc, on est chez BNP Paribas, établissement financier, des intrapreneurs qui inventent les nouvelles activités. Eh bien, ils travaillent avec une designer de costumes pour l'opéra. Et en partie, on les fait partir pendant 2 heures en leur disant la seule chose que vous avez à faire, c'est de revenir en nous racontant le monde selon vos sens, à vous. Hein? Et oui, d'ailleurs, au début, c'est... Ah bon? Ça commence comme ça? Oui, ça commence comme ça. C'est-à-dire comment on reconnecte aussi
intérieurement, on laisse de la place à différentes parts de ce dont on peut être porteur. Et on en fait émerger éventuellement certaines qui étaient un peu, et donc pas les cérébrales particulièrement, qui étaient peut-être un peu... voilà. Comment on réconcilie tout ça, hein. Comment on s'inclut soi-même. Voilà. On va arrêter là. Merci beaucoup. J'avais plein d'autres questions, mais le temps nous est compté. Merci encore pour votre intervention et pour avoir répondu à mes questions. J'espère que c'était certaines de vos questions aussi. N'hésitez pas encore une fois à les poser sur le fil pour que je puisse être votre porte-parole et votre porte-voix pour la suite. Merci.